Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une disparition inquiétante et très mystérieuse, méconnue du grand public. Il s'agit de la disparition de Chantal qui s'évapore en Guyane française en 2010 dans des conditions troublantes. Ce dossier a été repris en mai 2023 par l'ARPD. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'ARPD c'est l'association Assistance et Recherche de personnes disparues, pour laquelle je suis enquêtrice bénévole et également vice-présidente. On se retrouve juste après ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier les enquêteurs ARPD qui travaillent sur ce dossier en ce moment même, qui ont fait un bon travail, et également je remercie les filles de Chantal et particulièrement Roxane avec qui j'ai eu contact, de la confiance qu'elles m'accordent pour réaliser cette vidéo. Chantal est une femme de 56 ans au moment des faits, c'est-à-dire en 2010. Elle est née le 29 mars 1954 à Saint-Dié dans les Vosges en France. En 1978, elle se marie avec Pascal, avec qui elle aura 2 filles, donc Sandy, l'aînée, qui aujourd'hui a 44 ans, et Roxane, qui elle aujourd'hui a 35 ans. Pour bien s'occuper de ses filles, elle décide d'être femme au foyer, donc elle donne tout son temps à l'éducation de ses filles. Le mariage avec Pascal aura duré 20 ans. En 1998, le divorce est prononcé, c'est une séparation qui s'est très mal passée, mais quand même fin 1998, Chantal va se remarier avec Laurent Chapelle. Laurent, lui, considère les filles de Chantal comme ses propres filles, et donc à ce moment-là, il a une très bonne entente avec elle. Là, on est en début 1999, donc toute la famille recomposée habite sous le même toit. Laurent, de son côté, est chef d'établissement à la Poste à Grenoble, et en 2003, il change de ministère en préfecture de Cayenne, capitale de la Guyane française. Donc toute la famille recomposée va y déménager, et donc ils vont habiter dans une maison non loin de la capitale. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Guyane française se trouve sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, et Cayenne recense une population de plus de 55 000 habitants en 2015. En 2008 et 2009, on a Roxane et Sandy qui vont retourner en métropole, et je pense qu'il y a une corrélation. C'est à partir de ce moment-là que Chantal va tomber malade et elle va commencer les crises de paranoïa et les délires. D'ailleurs, une dépression sévère lui sera diagnostiquée. En fait, on pense qu'elle s'ennuyait et qu'elle se sentait inutile vu que toute sa vie tournait autour de ses filles et qu'elle ne travaillait pas. Donc là, elle s'est retrouvée toute seule dans une maison. Son mari travaillait et elle était vraiment isolée, on va dire, et elle commençait vraiment à s'ennuyer. Et donc c'est là qu'elle a commencé à faire sa dépression. Le fait que les filles aient quitté le nid, ça a, je pense, significativement affecté Chantal. En septembre de la même année, donc en 2008, Chantal va passer un moment chez son père dans sa ville de naissance, à Saint-Dié-les-Vosges en France. Bon, à noter que malheureusement sa mère est décédée depuis un moment. Sandy va la faire hospitaliser de force à Mirecourt, au centre psychiatrique de Ravenel, via les urgences psy pendant un peu plus d'1 mois, et donc elle va rester internée jusqu'à novembre 2008. En sortant, elle ne voudra pas prendre ses médicaments qui lui ont été prescrits. Chantal est anti-traitement, anti-médicaments, et donc elle passe un marché avec sa plus grande fille, Sandy, en disant « Écoute, ok, tu prends pas tes médicaments, mais dans 1 an, tu refais un point avec le psy pour voir où tu en es. » Donc elle va tenir parole parce qu'en août 2009, elle retourne au centre psychiatrique, elle voit le psychiatre
et cette fois-ci accompagnée de son mari Laurent. Et à ce moment-là, le psychiatre va lui dire qu'elle est guérie. Laurent n'est pas vraiment convaincu avec cette conclusion, lui il pense qu'elle ne l'est pas. C'est à la même époque à peu près que les relations entre Chantal et son premier mari s'apaisent. En effet, Chantal lui fait énormément confiance quant à ses filles et c'est ce qui est le plus important. Quoi qu'il en soit, après tout ça, Laurent décide d'entamer une année de voyage avec Chantal, faire le tour du monde pour se changer les idées. Donc lui, il a une disponibilité d'1 an, ça tombe bien. Ils vont pouvoir visiter plein de pays dans le monde pour éviter d'ailleurs que Chantal reste en Guyane, chose qu'elle ne supporte malheureusement plus. Parallèlement à ça, ils vendent leur maison, la maison familiale en Guyane, en décembre 2008 et la passation des clés se fait en mars 2009. Donc à partir de ce moment-là, pas mal de changements s'opèrent. Donc le couple Chantal et Laurent va habiter avec un autre couple en colocation, le couple Nguyen, dans une grande maison. Donc en fait dans la maison de base des Nguyen. Ce qui est quand même assez étrange quand on y pense parce que c'est vrai qu'il est assez rare que des personnes d'un âge mûr habitent en colocation dans une grande maison. Mais Laurent a une explication tout à fait valable pour ça, c'est-à-dire qu'il explique qu'il ne voulait pas que Chantal reste toute seule, donc pas qu'elle s'ennuie. Et ça tombait bien parce que le couple Nguyen en plus n'était pas tout le temps là non plus, donc ils n'allaient pas tous se marcher les uns sur les autres, puisque eux de base ils sont français, et donc ils étaient beaucoup en déplacement en métropole. Et Chantal pouvait rester dans cette maison, s'occuper des animaux du couple Nguyen, dont des tortues par exemple. Il trouvait que c'était un bon deal, malheureusement ça ne va pas aller en s'améliorant pour Chantal. D'ailleurs, petite précision sur le couple Nguyen, les filles de Chantal ne savent pas du tout comment ils se sont rencontrés, ne les connaissent pas, ne savent pas qui ils sont réellement et ne les ont même jamais vus. À côté de ça, Chantal n'a pas beaucoup d'amis. En tout cas, elle en avait quelques-uns, dont un couple avec qui elle était amie au Brésil, mais ça faisait un petit moment avant sa disparition qu'elle n'échangeait avec personne, qu'elle était très seule finalement. Il faut savoir quand même qu'elle était plutôt débrouillarde de base, elle parle seulement le français, elle a des bases d'anglais, mais elle arrive à se débrouiller dans tous les pays où elle va voyager, par des dessins, en allant vers les gens, en leur expliquant les choses. En plus de ça, elle commençait à apprendre l'espagnol et le portugais. C'est une femme avec beaucoup de loisirs de base, elle aime les voyages, elle aime le tricot, elle lit énormément, elle aime également écouter les orchestres dans les églises. Elle adore nager, d'ailleurs elle devient même championne de natation dans sa catégorie en Guyane. En gros, elle est globalement assez sportive. Donc malheureusement, je vous l'ai dit, la santé mentale de Chantal ne va pas en s'arrangeant. Et effectivement, c'est à partir de juin 2010 qu'elle décroît à nouveau. Et ça, c'est le mois d'avant sa disparition. Laurent, de son côté, ne semble pas, en tout cas de ce qui m'a été rapporté, prendre les choses en main pour un suivi complet en fait de l'état mental et psychologique de Chantal. Et donc c'est sa fille Sandy qui va l'accueillir en juin 2010 chez elle en France métropolitaine. À ce moment-là, elle voyage, mais elle n'est pas seule dans l'avion, elle est accompagnée de monsieur Vuy Nguyen parce qu'elle n'aime pas voyager seule de base. Sandy, elle, est très fatiguée parce qu'à ce moment-là, elle est sur le point d'accoucher et elle n'arrive pas à prendre autant de temps pour s'occuper de sa mère, mais elle voit quand même que l'état de santé de sa mère est fébrile. En effet, elle observe des changements assez significatifs dans son comportement. Notamment, déjà, on va reparler de monsieur Nguyen. Chantal semble vouer une admiration sans faille à ce monsieur Nguyen, donc on va l'appeler Viu. C'est son colocataire franc-maçon, je vous le rappelle, car elle en parle extrêmement souvent à ses proches et elle ne tarit pas d'éloges à son sujet. Ces filles vont même jusqu'à le surnommer le gourou parce que leur mère ne fait qu'en parler et l'admire énormément. Elle va expliquer qu'elle est même amoureuse de lui, qu'elle n'aime plus Laurent, qu'elle a même envie de divorcer de son mari, mais qu'elle n'a pas d'attirance sexuelle envers Viu. Selon ses dires à elle, elle le considère plus comme un deuxième père. En plus de cela, elle est devenue en très peu de temps très croyante, alors qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Bien qu'elle ait passé sa communion quand elle était bien plus jeune, mais elle n'a jamais pratiqué sa religion. Là, elle parle énormément de Dieu, elle va même jusqu'à s'acheter un chapelet en bois lors d'une visite de monastère lorsqu'elle était en Isère. Avec la femme de Monsieur Viu, elle allait à la chorale de l'église la plus proche de chez elle à Cayenne. Également, elle parlait énormément de Dieu et elle disait des choses assez étranges comme entendre les morts de sa famille. Donc c'est vrai que là, on est dans un contexte un peu particulier et on va se rapprocher de plus en plus du jour de sa disparition.
donc c'est dans tout ce contexte-là que Chantal va retourner seule cette fois-ci en Guyane, à Cayenne, chez elle. On est le 9 juillet 2010. Donc je vous dis seul parce que Monsieur Nguyen est resté en métropole avec sa femme. On arrive le 14 juillet 2010. Laurent rentre dans sa maison et il aperçoit Chantal sur un balcon en train de pleurer et elle était en plein délire. À ce moment-là, il dit bon, je vais l'emmener à l'hôpital, il faut qu'elle se fasse soigner, mais elle va catégoriquement refuser. À ce moment-là, il faut savoir qu'elle était seule dans la maison et qu'elle ne voulait pas y rester. Et donc elle demande à son mari de changer d'air. Le soir même, donc le mercredi 14 juillet 2010, ils vont prendre une chambre au Novotel de Baduel, qui est vraiment très proche de la plage. Le lendemain, elle souhaite rester seule cette fois-ci à l'hôtel et dormir seule dans cet hôtel. Et donc, Laurent, lui, va retourner chez lui dormir. Et c'est donc dans la nuit du 15 au 16 juillet 2010 que tout va basculer. En effet, des appels inquiétants sont passés par Chantal à l'ensemble de ses proches, de sa famille. À rappeler quand même ici qu'à cette période de l'année, il y a une différence de 5 heures avec la France. C'est-à-dire que lorsqu'il est 5 heures du matin en Guyane, il est 10 heures en France métropolitaine. Là, on a un appel à 7h54 qui sera passé par Chantal à sa plus grande fille Sandy, donc 7h54 heure de métropole. Ça veut dire qu'il sera 2h54 du matin en Guyane, donc près de 3h du matin. Elle va tomber sur son répondeur et elle va dire, je cite, « Je t'aime ma chérie, tu me manques ». Également, elle va laisser 2 messages vocaux à son père qui lui aussi ne va pas répondre tout de suite. Elle semble en pleurs, donc nous avons ce message que la famille nous a fourni. Je vous mets quelques passages de cet enregistrement, juste parce qu'il est important, je pense, d'entendre l'intonation de la voix de Chantal et de voir dans quel état elle était le jour de sa disparition. Oui, bonjour papa, c'est moi, Chantal. Je voulais juste te dire que je t'aime bien fort. Et puis prends soin de toi et surtout attends-moi, je vais venir bientôt. Gros bisous mon papa chéri. Ta fille qui t'aime. Oui, j'ai oublié de te dire, la prochaine fois que je viens, j'espère que maman elle sera à tes côtés. Parce que moi aussi, j'ai pris aussi ce que j'aimais. Je viendrai avec l'homme que j'aime. Voilà, c'est tout. Alors, je veux que quand je vienne, tu sois avec maman, parce que c'est sa place près de toi. Elle t'aime tellement, puis toi aussi tu l'aimes. C'est pas la peine de la prendre en photo tous les 5 minutes. Alors, vas-y, arrête avec ton amour propre. Allez, et puis, je veux qu'elle soit là, d'accord ? Allez, à bientôt, papa, je t'aime. Également, elle va appeler Roxane, donc sa plus jeune fille, et là, Roxane va décrocher. Donc Roxane va tout de suite sentir que sa mère ne va pas du tout bien psychologiquement, elle délire un petit peu. Elle va lui dire qu'elle l'aime, qu'elle aime tout le monde, qu'elle veut que tout le monde aille bien. Elle explique vouloir sauver le monde, mais ses propos ne sont pas vraiment cohérents, même pas du tout. Elle dit avoir vu son deuxième père plus tôt dans la journée, donc on pense à Monsieur Viu directement, et qu'elle a donné des cailloux à manger à la tortue. Donc on pense à une tortue du couple Nguyen, en sachant qu'une tortue s'était échappée de la maison de Cayenne quelques jours auparavant. Également, à un moment, elle va prendre au téléphone le conjoint de Roxane, elle va lui dire qu'elle l'aime, qu'il faut qu'il prenne soin de sa fille. Ensuite, elle va reprendre Roxane au téléphone. Là, Roxane lui dit, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Chantal va lui dire, non, j'ai pas du tout prévu de faire de bêtises. Et elle va même faire promettre sa mère qu'elle ne fasse pas de bêtises. Donc, faire des bêtises, ça veut dire attenter à sa vie. Elle va dire précisément, Chantal, qu'elle ne voulait pas en faire, mais qu'elle souhaitait rejoindre son père, car il a dit qu'il allait lui montrer son pays. Donc là, on pense encore une fois à Viu, Nguyen, son pays, on pense à son pays d'origine, donc le Vietnam, et qu'ils allaient y aller ensemble en bateau. Ensuite, elle dit avoir pris son billet le lendemain pour venir les visiter en métropole, donc visiter sa famille en métropole. Roxane est assez surprise, en effet, parce que c'était pas prévu, et elle explique aussi ne plus pouvoir ni boire ni manger tant que Viu ne sera pas de retour en Guyane. C'est vraiment étrange cet appel, comme vous pouvez le voir. Donc
Tout de suite, Roxane va appeler Laurent pour lui demander d'aller voir sa mère et de la prendre en charge parce que là, ça ne va pas du tout. Malheureusement, à ce moment-là, Laurent ne va pas réagir de suite et il n'a pas réalisé, je pense, la gravité de la situation et il expliquera en plus qu'il avait prévu déjà à 17h de venir la chercher avec un médecin pour la prendre en charge. Sauf que malheureusement, entre-temps, Chantal aura disparu et plus personne n'aura de ses nouvelles. Après tous les appels qu'elle a passés à sa famille, plus personne ne pourra la contacter, donc elle a complètement disparu. La disparition inquiétante de Chantal va être déclarée dans la foulée à la police de Cayenne. Le signalement de Chantal est donné ainsi que ses caractéristiques physiques que je vous rappelle ici. Chantal mesure 1m62, elle est blonde aux yeux bleus, il lui manque les incisives, elle a une tache de naissance entre le sein gauche et le sein droit. Elle en possède apparemment également une très grande sous la plante d'un pied, mais on ne sait pas vraiment si c'est le droit ou gauche, on ne s'en rappelle plus en tout cas. Elle garde toujours sur elle l'alliance de son grand-père en or blanc. Puis, avant sa disparition, elle avait toujours également sur elle son chapelet en bois. Dans tout ce malheur, on va dire que la famille a une petite chance, c'est que Chantal a disparu dans un complexe. Et donc, dans ce nouveau hôtel, il y avait des caméras. Donc des caméras à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Et ces enregistrements, nous les avons, donc je vous les mets ici, c'est la première fois qu'ils sont diffusés. Ils sont de très bonne qualité, je trouve. Et on peut voir que Chantal quitte l'hôtel à 5h20, donc heure guyanaise, 5h20 du matin, le matin du 16 juillet 2010, après donc tous les appels qu'elle a passés à sa famille. Elle partait en direction de la plage de Montabo, la plage qui est située très proche de l'hôtel. On ne la voit pas repasser sur la caméra. On la voit habillée d'un paréo avec une sorte de châle sur la tête. Elle est également pieds nus. On l'aperçoit d'abord dans le couloir de l'hôtel, puis ensuite devant le portail. Elle semble d'ailleurs savoir qu'il faut passer devant un détecteur pour ouvrir la porte qui mène à la route. Malheureusement, ce sera la dernière preuve de vie formelle de Chantal. Sandy va très rapidement derrière appeler Monsieur Viu Nguyen. On pense que lui, il en sait beaucoup plus, surtout qu'en plus Chantal était complètement obnubilée par lui. Et donc, il va retranscrire les derniers échanges qu'il a eus avec Chantal. Notamment, Chantal lui aura demandé de revenir à Cayenne, quand lui, il était encore en France, de revenir vite. Elle lui parlait également qu'elle en avait marre de Laurent et qu'elle voulait un homme plus âgé, ce qui lui l'avait assez choqué. Il a essayé également, selon ses dires, de la tempérer en disant de l'attendre auprès de Laurent. Et elle aura terminé la conversation en lui disant qu'il était hors de question qu'elle retourne dans la maison et qu'elle préférait l'attendre à l'hôtel. Après cette phrase, le téléphone aura coupé. Il va expliquer également à Sandy qu'elle était très fragile psychologiquement depuis quelques mois déjà, qu'elle était capricieuse et très bornée. Il dit ne pas savoir où elle est, mais qu'elle n'a pas dû aller très loin en paréo et pieds nus. Et Sandy va également demander à Viu si elle ne lui a pas parlé d'aller au Brésil, de rejoindre ses amis là-bas, ou d'aller le rejoindre en France puis repartir ensemble au Vietnam, comme elle l'a dit au téléphone, et lui va dire que non, il n'a jamais été question de ça dans leurs échanges. Et alors que on pense que c'est le seul qui peut vraiment avoir un impact si Chantal est toujours des nôtres à ce moment-là, pour la retrouver, justement pour la ramener à la raison et pour faire en sorte qu'elle soit prise en charge médicalement parlant, on va dire, et on apprend, moins de 3 semaines après la disparition de Chantal, qu'il est décédé à Marseille. Donc effectivement, Monsieur Viu décède subitement à 69 ans, le 1er août 2010, d'une hémorragie générale sous les yeux de sa femme. Donc je vous avoue que, évidemment c'est très triste, mais que la coïncidence, le timing entre la disparition de Chantal et la mort de Monsieur Viu est quand même assez troublante, je dois dire. Au début, par rapport aux recherches de la police, il y a bien eu les chiens qui ont essayé de flairer la piste de Chantal, et malheureusement ça diminue énormément les chances, la pluie, que les chiens puissent sentir la piste de Chantal derrière. Il y a également eu un hélicoptère qui a tourné autour de la plage, au-dessus de l'océan, puis les recherches se sont rapidement tournées vers l'hypothèse d'une noyade ou d'un par noyade. Donc à ce moment-là, un test avec un mannequin dans l'eau devait être effectué. C'est-à-dire que normalement, on aurait pu voir avec ce mannequin qui était censé représenter un corps inerte
où à ce moment-là, le mannequin allait être redirigé, donc soit vers le large ou alors vers les côtes, donc vers la plage. Ça aurait été intéressant effectivement parce que les courants changent énormément et donc on aurait pu voir quel était l'état des courants assez proche de la disparition. Malheureusement, ce test ne sera jamais effectué. Laurent, donc le mari de Chantal, va être interrogé, le domicile des deux couples va être fouillé, mais rien ne va ressortir de ces investigations. C'est finalement donc le commissaire Terry de la police nationale qui va reprendre l'enquête en mai 2011, mais lui il va rapidement abandonner cette enquête, ce commissaire, parce qu'il devra retourner en métropole et il va conclure à un suicide par noyade, sans pour autant avoir ni de preuves ni de corps. De son côté, lui, Laurent, il va répondre à des journalistes, il va médiatiser un petit peu la disparition au niveau de la Guyane française. Il va également distribuer des tracts concernant la disparition de sa femme dans les boîtes aux lettres. Ça va marcher parce qu'en septembre 2011, donc plus d'un an après la disparition de Chantal, un témoignage intéressant va lui parvenir. C'est en fait un homme qui connaît bien Chantal parce qu'il a effectué des travaux dans la maison où elle habitait, un artisan d'ailleurs, qui va appeler Laurent en lui disant qu'il a vu Chantal, sa femme, donc à un arrêt de bus, et à l'arrêt de bus en plein centre de Cayenne, route de Baduel. Malheureusement, à ce moment-là, Laurent ne va pas se rendre sur place pour vérifier, et donc on n'aura plus d'informations quant à cette piste. En 2013, les filles de Chantal écrivent au président de la République. Le message sera transmis à Manuel Valls, qui va finalement le transmettre au chargé de la sûreté urbaine à Cayenne. Un retour leur sera fait en expliquant toutes les actions qui ont été menées par les enquêteurs sur place et les vérifications faites auprès des personnes, même sur, je cite ce qui a été écrit, des pistes farfelues. En 2014, le dossier sera transféré au parquet, plus précisément le 30 juillet 2014, et on apprendra que Chantal fait toujours partie du fichier des personnes disparues. En décembre 2014, donc là on est plus de 4 ans après la disparition, on a un témoignage d'une personne de Guyane qui est très intéressant et qui va redonner espoir à la famille. En effet, on parle de la présence de Chantal sur Cayenne et des photos d'une dame vont être envoyées aux filles de Chantal. Elles trouvent une ressemblance assez flagrante avec leur mère et elles vont envoyer ces photos à Laurent, donc leur beau-père, qui lui ne réagira pas plus que ça. Malheureusement, la piste sera infructueuse. Apparemment, il s'agirait d'une dame qui est connue depuis un petit moment, qui traîne dans le coin. Et en plus de ça, il apparaîtrait que la couleur des yeux de cette dame en photo et de Chantal serait différente. Mais c'est vrai que je sens que les filles ont un petit doute encore aujourd'hui sur le fait que cette dame puisse être leur mère. À côté, les filles vont faire appel à un détective privé sur place en Guyane, mais ça ne va rien donner du tout. Alors étrangement, le commissaire Terry va reprendre contact en 2015, donc 5 ans après la disparition, avec les filles de Chantal, alors que lui, entre-temps, il était retourné en France à Grenoble. C'était un dossier qui le hantait assez, puisque c'était un des seuls dossiers qu'il n'avait pas résolu, et comme il allait retourner travailler en Guyane, il voulait se repencher sur ce dossier. Donc les filles étaient très contentes, elles se disaient bon, peut-être qu'il va réussir à trouver des pistes, ou peut-être qu'il va travailler sur d'autres pistes que celle de la piste du suicide par noyade, mais il va à nouveau, comme quelques années auparavant, laisser tomber ce dossier en concluant de la même manière que la dernière fois, c'est-à-dire à une noyade par suicide. Mais alors sur la base de quelles nouvelles investigations ? On ne le sait pas. Alors, de son côté, grâce à de très bons conseils, Sandy va obtenir la tutelle de sa mère. Pourquoi ? Donc, je vous l'explique par rapport à ce que j'ai retrouvé. Selon ce que j'ai pu voir lors de mes recherches, la famille d'une personne disparue peut en effet demander au juge des tutelles une constatation de présomption d'absence. Cette constatation permet au juge de désigner un parent de la personne disparue chargé de s'occuper temporairement de ses biens, donc de gérer ses biens situés en France. Évidemment, les opérations bancaires ont été scrutées par la famille pour voir s'il y avait des mouvements. Il y en a bien eu depuis la disparition, mais ces mouvements auraient été faits par Laurent, donc le mari de Chantal. D'ailleurs, à noter que Laurent a demandé sa mutation 6 mois après la disparition de Chantal, sa mutation à Paris. Il va habiter en Corse, puis à nouveau à Paris et à Mayotte, où il vivra avec sa nouvelle compagne, avant que tous deux déménagent
à Paris où il se trouve encore aujourd'hui. À savoir que Laurent est toujours marié officiellement à Chantal. Malheureusement, énormément d'années passent et on arrive en 2023, donc l'année dernière, en mai 2023, lorsque les filles de Chantal prennent contact avec la RPD et nous saisissent. Donc les enquêteurs RPD qui se chargent du dossier de la disparition de Chantal vont tout de suite demander à la famille, donc aux filles de Chantal, de faire une demande pour récupérer une copie du dossier d'investigation, du dossier de l'époque. Ce qu'elles vont faire, et malheureusement, on va leur faire une réponse, le dossier a été jeté. J'imagine qu'avec le temps, au bout d'un certain temps, elles se débarrassent des dossiers. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on n'archive pas ces dossiers numériquement, parce que je veux bien comprendre que ça prenne de la place physique, mais aujourd'hui à l'heure du numérique c'est quand même étrange de se débarrasser d'un dossier en le jetant et de passer à autre chose. Donc quoi qu'il en soit, on n'a plus aucune trace de dossier, on n'a pas de rapport d'enquête, on n'a rien, mais heureusement les filles ont été très intelligentes, elles ont récupéré le maximum d'éléments possibles pour aider justement à la compréhension de la disparition de leur mère. Notamment, donc on a les enregistrements de vidéosurveillance, les courriers et réponses aux différentes institutions, les retranscriptions des appels de leur mère juste avant sa disparition et même des enregistrements vocaux. Donc les enquêteurs ARPD ont pris connaissance de tous les éléments de ce dossier, notamment ils revisionnent l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance de l'hôtel aux horaires de la disparition de Chantal et autour de ces horaires. Voilà ce qu'il en ressort des faits, on va dire, importants. Donc au moment de l'enregistrement, on voit à 56 secondes le passage de Chantal en direction de la plage. À 4 minutes 11, on a deux hommes qui passent en direction de la plage. À 4 minutes 14, on voit une Clio blanche qui passe en direction opposée à la plage. Donc là, on peut se demander d'où elle vient, cette Clio. À 15 minutes 20, on a également un homme qui passe dans cette direction. Pareil, à 20 minutes 04, un couple dans la même direction, donc vers la plage. À 20 minutes 56, l'homme seul de 15 minutes et 20 secondes repasse toujours seul en direction opposée de la plage. On voit également ensuite plus tard une femme qui passe en vélo et qui va revenir dans le sens opposé. Et à 27 minutes et 29 secondes, le passage d'une Opel grise en direction de la plage. Malheureusement, on n'a aucune information quant aux identités des personnes sur cette vidéo, notamment sur ceux qui possèdent ou conduisaient la Clio blanche. Ça aurait quand même été intéressant d'avoir le retour de ces personnes. Pas d'interrogation aussi pour savoir si ces personnes-là auraient pu apercevoir Chantal sur la plage, parce que comme on le voit, elle n'était pas seule à ces horaires-là, et en plus là on ne parle que d'une seule rue, mais il y a d'autres accès à la plage, donc on peut se dire que si elle est allée sur la plage, il y a des gens qui auraient pu l'apercevoir, notamment les deux hommes qui marchaient dans la même direction juste après elle, ou alors cette Clio, ou alors toutes les autres personnes qui sont allées sur cette plage. Malgré tous ces éléments, les années ont passé et nous, on est toujours en train d'essayer de voir ce qu'on peut faire à notre niveau, mais on n'a pas d'autres informations pour retrouver Chantal. Pour autant, on a quand même plusieurs pistes, je vous demande de rester parce que c'est très intéressant, plusieurs pistes qui peuvent être encore aujourd'hui investiguées. On va commencer par la piste privilégiée des enquêteurs, donc celle du suicide. Il est vrai qu'un suicide dans le cas de Chantal serait probable, même si elle n'a jamais fait de tentative avant. À cette période, quand même, son état de santé faisait apparaître des troubles bipolaires et j'ai pu voir que le risque principal de la maladie bipolaire est le suicide. Selon le site troublesbipolaires.com, c'est un risque 30 fois supérieur à celui de la population générale. En plus de ça, Chantal ne semblait pas avoir de suivi psychothérapique régulier et ne prenait pas de traitement. Donc on peut effectivement penser à cette tragique issue. Mais alors, pourquoi son corps n'a jamais été retrouvé et comment se serait-elle suicidée? On la voit donc bien partir le matin en direction de la plage, donc c'est pour ça que la police a pensé de suite à une noyade. Donc en effet, il y a eu des noyades sur cette même plage de Montabaud. D'ailleurs, la dernière médiatisée étant celle d'un collégien en mars 2023, donc il y a un an. À ce moment-là, il apparaîtrait que ce serait un souci de courant interchangeant, donc c'est des courants qui plaquent un corps vers le fond et on n'a toujours pas retrouvé son corps malheureusement. Et c'est des choses qui arrivent surtout pendant la saison dite des graines entre février et mai. Donc c'est en dehors du timing où Chantal a disparu. Donc c'est vrai qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont noyées, dont des corps qui ont été retrouvés sur la côte. Pour Chantal, malheureusement, on n'a pas d'informations sur la force des courants au moment de sa disparition.
notamment où le test avec le mannequin n'a jamais été réalisé, donc là on ne peut pas savoir ce qu'il en était à ce moment-là. Mais ce qui est assez troublant, c'est que de mettre fin à ces jours de cette manière, ça va totalement à l'encontre de l'instinct de survie du corps humain. Surtout pour une nageuse de cette catégorie, on va dire. C'était une très bonne nageuse. Ce qui nous fait penser qu'elle a effectivement pu vouloir mettre fin à ses jours, c'est également les appels qu'elle a passés à sa famille, on dirait des appels d'adieu. Elle appelle toute sa famille, tous ses proches, donc ça laisse évidemment penser qu'elle allait commettre l'irréparable, même si elle ne semblait pas vouloir mettre fin à ses jours à ce moment-là, selon ce qui a été rapporté, mais c'est vrai que ça ressemble à des mots d'adieu. Cependant, on peut également penser à un changement de vie radical, qui peut s'apparenter à une renaissance, et donc on peut penser à une disparition volontaire. Alors, volontaire, faut faire assez attention parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas l'air d'être très, très stable mentalement, donc je suis pas sûre qu'on puisse parler de disparition volontaire. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Déjà, au téléphone, elle explique qu'elle a rendez-vous avec son deuxième père, donc Monsieur View, derrière l'hôtel. Bon, c'est assez étrange parce qu'à ce moment-là, Monsieur View se trouve apparemment en métropole, mais alors, est-ce qu'elle aurait rendez-vous réellement avec quelqu'un à ce moment-là? C'est pour ça qu'elle est sortie, qu'elle est partie derrière l'hôtel, donc probablement au niveau de la plage, et que là, elle avait rendez-vous avec quelqu'un, et elle serait partie avec. Ça pouvait en effet être organisé. Pourquoi je dis ça? Parce que elle demande à son mari de la laisser seule précisément ce jour-là, cette nuit-là même. Ensuite, elle passe des coups de téléphone à sa famille comme pour leur dire au revoir. Et il y a quelque chose d'assez intéressant que j'ai repéré aussi sur les enregistrements à l'intérieur de l'hôtel. On la voit regarder sa montre, comme si elle avait rendez-vous à une certaine heure avec quelqu'un. De ce fait, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette fameuse Clio blanche observée seulement 3 minutes après le passage de Chantal en sens inverse. Donc on se dit, mais d'où venait cette Clio? Est-ce que la personne au volant a croisé Chantal? Est-ce que par hasard Chantal n'avait pas rendez-vous avec cette personne à ce niveau-là et qu'ils seraient partis ensemble? Malheureusement, on n'a pas tous les enregistrements de la vidéosurveillance avant qu'on voit Chantal dessus. On aurait pu peut-être voir si la voiture était arrivée avant ou si justement elle n'était pas là, donc peut-être garée au niveau d'une des maisons de la fin de cette route qui est une voie sans issue pour les voitures. On aurait aussi pu voir tout autre passage devant cet hôtel qui aurait pu être intéressant. Bon, malheureusement, on ne les a pas, ces enregistrements. Et d'ailleurs, on peut se dire aussi que nous n'avons aucune certitude qu'elle se soit bien rendue sur la plage. Et même si elle s'y était rendue, on pense que les personnes qui sont passées juste après elle, ou même avant elle, ou par d'autres chemins sur cette plage, l'auraient aperçue et auraient fait un retour, comme par exemple ces deux hommes qui passent dans le même sens seulement 3 minutes après elle. Il se peut également qu'elle soit sortie de la plage par un autre chemin que celui emprunté et qu'on ait donc définitivement perdu sa trace à ce moment. Ce qui nous permet de dire effectivement qu'elle n'a peut-être pas pu aller bien loin, c'est le fait qu'elle était pieds nus et habillée en paréo avec un châle. À noter quand même qu'elle part sans rien sur elle, à part sa montre. Elle laisse son argent, ses papiers d'identité et elle part même sans ses lunettes alors qu'elle l'emportait. Ce qui nous permettrait de dire qu'aujourd'hui Chantal serait peut-être encore en vie quelque part, c'est ce fameux témoignage plus d'1 an après sa disparition, le témoignage de l'artisan qui dit l'avoir reconnue à ce fameux arrêt de bus, même si ce témoignage n'a pas été vérifié par quelqu'un de proche, donc par Laurent à ce moment-là. Et ça coïncide avec la découverte des filles de Chantal, une découverte très intéressante, notamment la création d'un compte au nom de Chantal sur le site photodeclasse.com. Ce compte a été créé en 2013, 3 ans après la disparition, et ce qui est très intéressant, c'est que la date de naissance utilisée pour créer ce compte, c'est la bonne date de naissance de Chantal, soit le 29 mars 1954. Cette date n'avait jamais été médiatisée, et ça laisse donc à penser qu'elle ait pu créer, elle, ce compte, ou bien que quelqu'un qui était proche d'elle l'ait fait. Mais les proches de Chantal affirment qu'ils n'ont jamais créé un tel compte, et donc on se demande mais qui a pu le faire? Alors aujourd'hui, malheureusement, le site ne semble plus marcher, ça nous redirige vers une chaîne YouTube qui est encore accessible. On a également le Facebook qui est accessible mais qui est plus actif. Donc, par contre, aucune information sur ce compte. Malheureusement, à ce moment-là, les filles n'avaient pas pris de capture d'écran, donc on ne peut pas le voir, mais heureusement, on a quand même cette information. Les filles de Chantal ont essayé de prendre contact avec les gérants
de ce site internet qui malheureusement n'ont pas pu leur donner plus d'informations quant à la création de ce compte en 2013. Nos enquêteurs ARPD ont essayé de leur côté d'utiliser les photos à disposition de Chantal pour faire une reconnaissance faciale sur le web en utilisant le site PimEyes. On a 3 résultats qui sont sortis de cette reconnaissance faciale, mais les filles ne trouvent pas spécifiquement de grosses ressemblances avec leur mère. En effet, sur certaines photos, la personne identifiée serait trop jeune. Et maintenant, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette famille? Alors déjà, continuer à en parler, comme je le fais ici, même 14 ans après. En effet, continuer la médiatisation, c'est très important, et également continuer à diffuser la vie de disparition à Cayenne. Donc là ça a été fait, le contact a été pris avec l'église Saint-Antoine à Cayenne, l'église qu'elle côtoyait, pour continuer à distribuer des tracts aux personnes habituées et qui peut-être auraient pu voir pendant ces 14 dernières années Chantal quelque part dans le coin. Là on est bientôt à l'anniversaire des 70 ans de Chantal, ce qui reste quand même assez jeune, et donc il est encore possible aujourd'hui de la retrouver en vie selon ce que je vous ai exposé. Donc, comme également il y a aussi la possibilité que malheureusement elle soit décédée quelque part, mais on va partir sur le principe qu'il y a des chances qu'elle soit en vie. La famille va essayer de se tourner à nouveau vers la justice, notamment potentiellement pouvoir porter plainte pour enlèvement et séquestration par exemple. Alors pourquoi? Parce qu'on ne peut pas exclure qu'elle soit, par exemple, tombée sur des personnes issues d'une secte et qu'aujourd'hui elle en fasse partie de gré ou de force, hein, mais on sait que de toute façon psychologiquement elle ne l'aurait pas fait de son plein gré au moment de sa disparition. Selon des chiffres qui datent d'un peu avant la disparition, on a 10 à 15% des Guyanais qui seraient en contact avec une secte. Ce serait intéressant effectivement de vérifier cette possibilité-là. Donc si vous avez quelconque information, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement à mon adresse mail ou à l'adresse que je vous affiche ici et que je mets également comme d'habitude en barre d'informations. Donc c'est comme ça que je vais terminer ma vidéo et j'espère que ce boost de médiatisation va pouvoir aider ou redonner de la motivation à la famille pour peut-être un jour avoir des réponses sur la disparition. Je remercie énormément les enquêteurs ARPD à nouveau, la famille de me faire confiance. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore sur un dossier ARPD avec encore une fois beaucoup d'éléments, vous allez voir. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.